Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un capteur de présence donc qui détecte la présence de personnes, il s'appelle LD2410, alors la version B c'est celle-ci, la version C c'est celle-là. Vous avez une documentation qui existe, on trouve même un logiciel mais il ne marche pas, hein. J'ai pas réussi à le faire fonctionner en tout cas. Et puis vous avez un moyen de le communiquer qui n'est qu'une liaison série ici qui n'est pas utile puisque nous on va le faire fonctionner en micro-Python, donc on a déjà une liaison série sur le microcontrôleur. Ce qui m'a intéressé dans ce capteur de détection de présence, hein, finalement, c'est son aspect, c'est ce tableau-là. Quand je suis tombé sur le site avec ce tableau-là, je me suis dit, ah, on voit différentes technologies. On trouve l'infrarouge, on trouve le lidar, c'est un peu compliqué. Les ultrasons, les infrarouges, on voit différentes solutions. Une caméra, bah ouais, bon, pourquoi pas. Et puis on est là. Et donc, ouais, tout est vert. Je me dis, oh, comment ça se fait que c'est vert comme ça marche bien. Ben, on pourra mettre du rouge un peu partout, mais pas partout. Par exemple, la flexibilité, ouais, c'est tout petit, ça marche bien, donc vert, on peut le laisser. Un environnement, oui, on peut le mettre derrière du plastique, derrière un isolant, hein. D'accord, que ce soit Polo par exemple, ben, c'est pas un gênant, il les détecte. Il pourra détecter des personnes. On pourra, contrairement à d'autres hein, qui ne fonctionnent pas sous ce principe-là. Ensuite, la vitesse de détection, là, j'en sais rien, mais moi, je ne mettrai pas forcément un vert, ou sinon, il faudrait que je mette le vert à beaucoup de monde. Pour la résolution, tout ça, moyen aussi, voilà, il y a d'autres paramètres, bon, c'est moyen. Mais bon, l'idée c'est d'utiliser un nouveau capteur. Et puis, il a quand même un intérêt particulier, vraiment très spécifique. Contrairement par exemple aux ultrasons ou infrarouge peut-être aussi, infrarouge peut-être, mais l'ultrason, typiquement ça marche pas. C'est d'être capable ici de détecter quelque chose en statique. Imaginez une personne, elle est statique. Si le capteur voit la personne, il allume la lampe. S'il ne voit pas la personne, même sur son dossier, où elle ne bouge pas, et ben il va laisser, si la lampe est encore là, ben il va laisser la lampe allumée. Si la personne disparaît ou va ailleurs, et ben automatiquement il va éteindre, même s'il y a le dossier de votre fauteuil, d'accord? Donc il repère vraiment des personnes. Et ça c'est intéressant de manière statique. Donc voilà, on met un petit relais et puis c'est bon, on peut piloter notre lampe de manière hyper simple. Bon, alors maintenant, regardons ça plus près. Il y a une deuxième fonction qui va m'intéresser moi, c'est que c'est une liaison série. Donc on va utiliser deux fils. Alors il fonctionne en 5 volts, hein. C'est pour ça que je me suis mis ici, hein. Je répète, voilà, petit détail. UART, donc entrée-sortie, hein, liaison RxTX. Donc faut prendre une documentation. Une fois qu'on a la documentation, facile. Alors évidemment, moi je vous ai donné la librairie, je vous ai tout préparé pour que ce soit une librairie, pour faire instancier un objet. Mais ce sera quand même intéressant de voir les trames. Et donc on pourra analyser des trames. Pour faire ça, donc c'est une liaison série, micropython.org, vous allez dans documentation, vous allez dans RP2 si c'est une RP2 et vous faites un copier-coller, vous avez déjà la vitesse. La vitesse par défaut est 256 000. Ensuite, vous le branchez, bon la LED 25 parce que ici c'est une Pico, donc ça va allumer cette LED quand on va repérer quelqu'un, sinon ça éteindra la LED. Parce que finalement il sait bien détecter, il sait pas tellement bien mesurer des distances de personnes, hein. Ça c'est pas tout à fait vrai. Par contre, vous avez plein de formats de trames qui sont envoyés. Par exemple, quand on envoie une commande, pour le paramétrer, alors la format de la commande elle est comme ça, avec un en-tête et une fin de trame qui est ici, et puis au milieu, d'abord on mesure la longueur aussi, et puis on envoie des instructions, une commande, et des valeurs après pour la commande, d'accord? Donc c'est toujours comme ça la structure. Donc moi je vous ai fait une fonction qui va récupérer un en-tête, qui va récupérer une queue de trame, et puis qui en même temps va préparer la commande, en fonction de la commande, va envoyer. Et puis ce qui est génial, c'est qu'il y a aussi un acknowledge. Quand est-ce qu'on peut traiter un acknowledge? C'est très rare, donc là, on a l'occasion. Quand le capteur reçoit une commande, il envoie un accusé de réception. Un acknowledge, c'est un accusé de réception. Et cet acknowledge-là va renvoyer le même début, avec la même commande, send command word, donc la commande qu'on a là, mais avec un 0,1 ici en plus. Donc il va ajouter un 1. Et c'est ce 1-là qu'on va essayer de détecter. Je vais montrer un petit exemple. Tous mes programmes sont faits de la même manière. Vous trouverez toute la documentation, vous verrez de manière très claire sur la bibliothèque. Donc, imaginons au chapitre 2.2.1, vous avez Enable configuration de commande. Donc c'est une commande qu'on doit faire en premier pour pouvoir configurer. Il faut envoyer l'ordre, la commande s'appelle 0ff, et puis après la commande qu'on va mettre, la valeur qu'on met derrière c'est 0001. Okay, alors déjà on travaille en Little Endian. Little Endian, ça veut dire qu'il faut inverser tous les bits, les bytes en entier. Hein. FF passe en premier, 00 en dernier. Après le 01, d'accord, et après le 0. Donc déjà, ça permet d'aborder la notion de Little Endian et Big Endian, d'accord. Donc le Little, ben, c'est simple, hein. On envoie d'abord le poids faible, le LSB byte, attention, hein, pas bit, hein, byte, et puis le MSB byte en dernier, d'accord, dans cet ordre-là. Donc il faut tout inverser.
et par rapport à Big Endian. Par défaut, c'est le Little Endian qu'on utilise. Le Big Endian, on l'utilise pas. Hein. Je sais pas quand est-ce qu'on va s'en servir, mais voilà, le Little Endian, on s'en sert presque tout le temps. Donc voilà les commandes, donc j'en ai pris un exemple. On a ici 12 et 34 qu'on envoie en hexadécimal, d'accord, c'est deux valeurs. Donc du coup, si vous faites reverse, ça marche directement. Et vous l'envoie en Little Endian. Mais comme moi je vais les envoyer, vous voyez ce format-là, 0x00ff, ben moi je vais utiliser ce format-là, 0x avec un nom derrière, comme ça. Et donc j'aimerais simplement qu'il fasse l'inversion. Donc la fonction que je vais utiliser, c'est celle-là, où je vais prendre le premier octet, séparer les octets avec ses masques, et ensuite les remettre dans le bon ordre. Voilà, et ça renvoie bien. Ça enverrait normalement 34, 12. En fait, ça affichera 4x12 parce que 34 c'est 4 en table ASCII. L'acknowledge, génial. On a dit que c'est un acquittement ou un accusé de réception. Donc ça permet de dire à l'émetteur qu'on a bien reçu l'information. C'est ça que ça veut dire. Si je prends Wikipédia, voilà la définition. Ok, nickel. On voit comment ça marche. On regarde, on avait envoyé l'ordre, c'était 0FF. Donc ça faisait FF00. Il va renvoyer FF01. Il va rajouter le 1. Vous voyez l'opération OU ici, le trait, c'est le OU. D'accord. Voilà, il a fait l'opération OU. Alors, c'est pas super bien écrit, parce qu'on ne sait pas trop si c'est en Little Endian ou en Big Endian, rien n'est clair. Hein. Mais la réponse, c'est vraiment ça. Donc, en fait, je sais pas trop, il faut vraiment interpréter les choses. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Donc, on a la réponse. Donc, une fois qu'on a la réponse, donc c'est du Big Endian, hein, ici, hein, enfin, c'est le standard. On envoie ça, on récupère ça. Là, on est en Little Endian de nouveau. Et puis, on va faire l'opération. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On va récupérer ce bit-là. Et ce bit-là, c'est le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça fait que quand je fais la fonction... Alors, tout mon programme s'écrit comme ça. Hein. La librairie, si vous avez marqué 2.2.1, c'est parce que je suis dans la documentation à cette page-là. Et la fonction enable, j'envoie 00ff. C'est ce qui est écrit ici. Et la commande, c'est 001. 0001. Je l'ai écrit vraiment comme ça pour que ce soit plus simple à comprendre. Et après, ça fait un blabla, ça envoie tout ça. Bien sûr, ça le met dans le bon sens. Et après, on vérifie le bit 7. Si le bit 7 vaut 1, ben, c'est success. Si le bit 7 vaut 0, c'est failure. Voilà, tout simplement. D'accord? Voilà. Ensuite, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous allez créer un programme ou instancier un capteur, vous allez avoir beaucoup de fonctions. Parce que moi, j'en ai créé tout plein. Et pour tout ce qui est paramétrage, les voilà, les fonctions, elles sont là. Il y en a un sacré paquet. Hein. J'en ai mis beaucoup. Il y a même des fonctions de Bluetooth. On peut le piloter en Bluetooth autonome, de manière autonome. Bon, j'ai pas essayé. Hein. Franchement, déjà comme ça, c'est déjà un peu galère. Alors, j'ai pas tout essayé, mais par contre, je l'ai vu. Donc, activer. On peut l'activer. Vous pourrez aller voir qu'on peut chercher l'adresse IP, on peut lui donner un masque, etc. Enfin, un password, etc. On peut vraiment tout paramétrer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à la fin de la documentation, il donne ce schéma-là qui n'est pas très clair en soi, parce que c'est pas tout à fait la réalité, mais en réalité, mais le principe, c'est que pour pouvoir le configurer, il faut envoyer d'abord un enable config. Donc moi, j'ai créé un objet instancié, il s'appelle human sensor, je l'ai appelé, et après, j'ai envoyé un human sensor.enable, et ça va activer la configuration. Après, je peux faire toutes mes commandes de configuration. Elles sont mises en commentaire la plupart, mais voilà, vous pouvez les faire. Une fois que j'ai fini, je fais un end configuration. C'est ce qui est écrit ici. End command configuration. Et quand c'est fini, vous avez fini la configuration. Et vous pouvez commencer à lire les valeurs. J'ai mis un time pour faire quoi? Simplement pour ne pas l'endormir, hein, pour lui dire attends quelques 5 secondes, de temps de voir si c'est success partout. J'ai mis aussi, j'en profite, ça retourne des 0 et 1 en permanence. Pourquoi? Ça permet aussi de le faire de manière informatique. D'accord? C'est pas le succès qui m'intéresse, c'est le 0,1. Voilà. Bon, alors ça vous donne ça. Vous voyez, super simple. Hein. On voit qu'il a d'abord success ici, ensuite il a fait ça, on voit pas. Si, il y a success, ensuite voilà, success, j'ai mis et à la fin, voilà. On a tout réussi. Maintenant, comment ça fonctionne pour... Ah ben tiens, j'en profite, la librairie elle est là. Voilà ce qu'on peut... Toutes les commandes qui existent pour paramétrer. Vous voyez qu'on peut faire reboot, on peut faire setting, on peut faire le Bluetooth, je veux dire, on peut faire la résolution évidemment, on peut mettre des paramètres, etc. On a aussi toute la partie lecture, capteur finalement, hein. Le capteur il doit marcher. Hein. Donc pour faire ça, il faut faire une commande un peu différente. Et vous voyez, l'entête n'est pas le même, la fin n'est pas la même. Et au milieu aussi, on va recevoir des données qu'on va traduire comme ça. Alors qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit la première information, c'est est-ce qu'il voit quelque chose? Est-ce qu'il voit quelque chose qui bouge? Est-ce qu'il voit quelque chose de stationnaire? Ou est-ce qu'il voit les deux? Voilà. Ensuite, il vous donne des distances. Attention, hein, distance c'est un peu pourri, hein, mais bon, vous essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais ça a l'air plus ou moins d'être juste, mais c'est pas vraiment très précis. Hein. Et enfin, pour faire ça, il faut d'abord envoyer une commande
Pour avoir un rapport, il faut d'abord lui envoyer une commande de rapport. La commande de rapport, c'est une fonction qui s'appelle send-command-report-data, donc qui va envoyer une trame comme ça avec la valeur 00 en commande. Il n'y a pas grand-chose dedans, vous voyez, pas grand-chose. Et puis, on va recevoir un rapport comme ça. Et c'est ce rapport-là qu'on va analyser par la suite. Donc, quand on analyse, on parse, on analyse en français, et ensuite on peut imprimer les mesures ou simplement faire une détection. C'est le principe que moi j'ai utilisé, donc je veux juste repérer. Def Human Detection, qu'est-ce que je fais? Je lui envoie une LED, je lui envoie un seuil, et puis je mets 2 seuils de détection, donc finalement c'est des limites qu'on doit avoir quand on a les valeurs qu'on va récupérer. En fonction de ces valeurs, ça va nous afficher, ça va allumer la LED ou éteindre la LED, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure. Le voilà le programme. Là il marche, il dit, ah il y a quelqu'un à 150 cm, là il se rapproche, là il est encore à peu près proche, puis là il s'est éloigné, voilà, il n'y a plus personne. Voilà, donc, je faisais une boucle toutes les 3 secondes, voilà, d'accord. Donc j'envoie une commande, et puis j'attends, et puis je regarde la lecture, la réponse. Et en fonction de ça, je vais allumer les manettes ou pas. Voilà, ça marche. Le programme est fait, vous trouverez tout sous GitHub, ici.com, sous Christian Ducrot, LD2410, Human Sensor. Vous aurez bien sûr la librairie que j'ai refaite, puisque c'est une toute nouvelle librairie. Je me suis inspiré de quelqu'un, donc j'ai laissé son nom, vous verrez, il y a son nom qui apparaît. J'ai fait bien sûr le programme test, celui human.test. Vous trouverez tout ça, et bien sûr la documentation qui revient un peu plus haut. Voilà, je remonte la documentation. Tout ça pour arriver à faire un petit montage avec ce type de capteur. Voilà, je pense que avec ce capteur, c'est assez sympa. J'ai mis du temps à le faire parce qu'il a fallu tout revoir et tout comprendre. J'espère que là c'est plus clair pour tout le monde et que vous arriverez à vous en sortir.